TVT au cœur de l'information. Un peuple sans culture est comme un arbre sans racines. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Il faut préserver les biens culturels de l'intense trafic qui les menace. Tout le bien fondé de cette formation initiée par le ministère en charge de la culture à l'endroit de ses partenaires, les artisans et commerçants d'objets d'art. Le cercueil de la souveraine anglaise Elisabeth II est depuis ce dimanche après-midi en Écosse, après près de 300 km du château de Balmoral où elle a rendu l'âme jeudi. Des dizaines de milliers d'applaudissements ont accompagné le cercueil tout le long du trajet. Elle reste à Édimbourg avant de reprendre la route mardi pour Londres. Et puis, clap de fin samedi pour la semaine nationale du cinéma togolais avec Coup de grâce de Steven Haff. Vous découvrirez le palmarès vers la fin de ce journal, le bilan de ces 5 jours offert au public pour apprécier la qualité et le génie créateur surtout des jeunes togolais. Nous ouvrons ce journal avec une préoccupation vitale pour la survie identitaire des peuples, la lutte contre le trafic des biens culturels. Le ministère en charge de la culture a convié les marchands d'objets d'art à une formation. Il s'agit de leur donner la bonne information et les aider à ne pas tomber dans le commerce illégal. On voit cela avec Marianne Abeta et Antoinette Romao-Vovor. L'art a plusieurs dimensions qui renvoient à ce qu'on peut appeler patrimoine culturel. Ce dernier consolide l'identité d'un peuple. Tout objet présentant un intérêt archéologique, historique, préhistorique, littéraire, artistique ou scientifique est concerné. La circulation illicite de ces biens est sanctionnée, il faut le savoir. Au sortir de cet atelier, c'est clair qu'ils doivent maîtriser les normes, surtout nationales, qui réglementent leur secteur d'activité et respecter ces règles-là pour pouvoir faire de manière légale ce commerce des biens culturels. La formation, quand même, ça m'a permis de voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable, de protéger les patrimoines culturels et de mettre en valeur ce qu'on a chez nous, de ne pas les dilapider. On constate un trafic autour de ces richesses collectives. Et pour mener la lutte contre cette activité qualifiée de crime, l'action doit être concertée. La question des exportations illicites des biens culturels, je peux vous assurer, est au cœur des préoccupations de nos plus hautes autorités. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour exprimer mes vives félicitations au chef de l'État qui a personnellement fait du combat de la restitution des biens culturels un défi au bénéfice des populations togolaises soucieuses de se réconcilier avec leur histoire culturelle. Selon l'Observatoire international du trafic illicite des biens culturels, chaque jour, quelque part dans le monde, un objet est volé ou pillé dans le but d'être vendu illégalement. De sorte qu'aujourd'hui, le trafic illicite d'œuvres d'art et de biens culturels est devenu un problème majeur au monde. L'art africain et togolais est riche de son savoir-faire en tissage de pagne, assemblé de nombreuses couleurs de fil pour en faire de magnifiques étoffes. Kudjo, jeune togolais, sait le faire. Il en a fait une activité génératrice de revenus à côté de ses cours de droit qu'il prend encore à l'université de Lomé. Entre le métier et l'université, découvrons-le dans ce dossier de Bagbazi Mekoum, Abiré Lemou et Sandra Aziagbe. Des gestes répétés, précis, qui démontrent la maîtrise du travail. C'est le quotidien de Kudjo. Il est tisserand. Devant son métier à tisser, les bobines s'entremêlent à longueur de journée.
J'ai vécu avec ma tante au Ghana, donc c'est là-bas que j'ai appris ce travail. Depuis à l'âge de 8 ans, j'ai commencé déjà à faire ce travail. Donc à l'université, j'ai dit que donc, le travail que je fais là, c'est un travail que je peux entreprendre. Donc c'est ainsi que j'ai eu l'inspiration de créer une entreprise avec et engager d'autres personnes aussi. 20 ans déjà qu'il vit une passion qu'il n'hésite pas à partager. Une dizaine de jeunes ici sur l'un de ces sites en profitent. Filles comme garçons, certains le font comme gagne-pain. D'autres pour se rendre utile en ces temps de vacances. Je suis dans le quartier. Quand ils sont venus pour installer, le travail m'a plu. Je suis venue pour apprendre ça, pour les vacances. Avec ça, je pourrais me débrouiller chaque temps pour acheter mes fournitures. Ou bien, si j'ai fini mes études, je n'ai rien pour le moment. Je peux essayer de faire ça pour gagner la vie. Je tisse les pagnes et puis il y a un nombre à déterminer et après on vous paie. Depuis ma licence en 2018, c'est ici je suis. Donc c'est un travail intéressant et puis je prends du plaisir à le faire. Les motifs de ces pagnes rivalisent en beauté, en couleur et en finesse. Ils sont très prisés des populations et utilisés dans les grandes cérémonies. L'intronisation, fiançailles, mariage, funérailles. Ça fait à peu près 2 semaines. J'étais venu commander le pagne pour le mariage de ma grande sœur. Et on m'a donné rendez-vous sur aujourd'hui. J'étais venu vraiment, je suis tellement content. Puisque le pagne que j'avais commandé, on m'a fait ça en bonne qualité et ça m'a tellement plu. De la simple débrouillardise, ce jeune Togolais, la trentaine, est devenu un véritable chef d'entreprise, créateur d'emplois. À son actif, 2 entreprises qui emploient une vingtaine de personnes. Mais les ambitions de Kudjo restent grandes encore. Si on veut trouver les pagnes quintés, les vrais pagnes quintés là, j'aimerais que mon nom soit propagé au Togo, que c'est chez moi, on doit trouver ces genres de pagnes. Et avoir des boutiques où on peut trouver tous les pagnes aussi, avec d'autres instruments aussi, ou bien faire d'autres choses avec ce pagne-là. Kudjo est un exemple de persévérance. Si petit à petit l'oiseau fait son nid, ici, petit à petit, Kudjo tisse sa toile de réussite. Et pour des fils de paysans qui n'ont pas cette chance au Kudjo d'avoir les moyens de poursuivre leurs études supérieures, l'École supérieure des arts tend une perche. L'ESA a signé un partenariat avec des coopératives agricoles, Africa Agrobusiness et Adieu la Victoire. Les enfants de leurs membres pourront accéder plus aisément au cycle de formation de l'ESA. Isaka Haruna pour des précisions. Partenariat scellé entre l'École supérieure des affaires et des coopératives agricoles de Lomé. Les enfants des producteurs agricoles pourront désormais poursuivre plus aisément leurs études supérieures. Selon les statistiques, 7 bacheliers sur 10 en milieu rural au Togo n'ont pas la chance d'entrer à l'université faute de moyens. Ce partenariat se veut être un symbole d'inclusion sociale. Ce partenariat permettra que le parent puisse payer la scolarité de son enfant à partir de ses produits agricoles. Nous allons jouer le rôle d'intermédiaire en collectant ces produits agricoles auprès des paysans et pouvoir reverser le montant de ces produits agricoles à l'école ESA. Un vrai soulagement pour les membres de ces coopératives agricoles basées à Lomé. Nous irons vers les producteurs pour les expliquer qu'ils ont une possibilité, une opportunité à saisir, celle de pouvoir permettre à leurs enfants de continuer leur cursus universitaire dans les filières professionnelles, tout en ne disposant pas de l'argent en liquidité. Il est plus satisfait de l'aboutissement de ce partenariat, le directeur général de l'École supérieure des affaires. Il ne cesse de multiplier des mécanismes d'accompagnement des apprenants en difficulté financière dans la dynamique de l'école pour tous. C'est un modèle que nous venons de créer pour donner du pouvoir d'achat aux paysans, au milieu rural, et qui veut faire surtout des filières d'excellence qui sont ESA. Même si vous n'avez pas encore livré les produits agricoles, vous pouvez venir ici. Mais on va fixer des conditions pour que vous payiez les frais de scolarité. Dès qu'il va pleuvoir, vous puissiez payer et pouvoir recevoir tout ce que vous avez droit à ESA. L'objectif, c'est que ces jeunes puissent venir à l'École supérieure des affaires, continuer les études. Et comme pour confirmer cette vision,
Des chanceux présents à la cérémonie des signatures de partenariat sont répartis avec des bourses d'études gagnées par tirage au sort. Et d'autres jeunes bacheliers, citoyens modèles, empreints de valeurs de paix, de vivre ensemble. C'est l'objectif de l'Agence nationale du volontariat du Togo à travers son projet Jeunes bacheliers engagés. Le projet a été lancé vendredi dernier à Lomé. Détail, Edwige Atak Babasabi, Antoinette Romain Vovor. 400 jeunes bacheliers sont ciblés pour la phase pilote de ce projet. Jeunes bacheliers engagés dans 4 communes. Lac 1, Agouanivé 4, Golfe 4 et 5. Dans ces communes, les nouvelles recrues auront pour mission d'éduquer et de sensibiliser sur les valeurs de paix et de cohésion, la protection de l'environnement notamment. Nous l'étendrons pratiquement dans toutes les communes à terme, mais on va essayer, pilote, l'évaluer et pouvoir commencer à l'étendre selon les besoins, selon l'engouement des jeunes vis-à-vis de ce projet. Il faut que le jeune soit disponible et volontairement s'engage. Il faut aussi qu'il réside dans la commune où il est mobilisé. Il ait obtenu son bac dans un établissement de cette commune. Le programme Jeunes bacheliers engagés de l'Agence nationale de volontariat au Togo, ANVT, vise à mobiliser les jeunes bacheliers autour des questions d'intérêt national sur une période d'1 mois. Ce projet se voudrait d'offrir un cadre d'encadrement et de formation de courte durée à ces jeunes engagés afin de les protéger contre l'exclusion sociale et de promouvoir et renforcer leur citoyenneté, le civisme. Il permet également de cultiver le sentiment d'appartenance à cette nation prospère, bénie des dieux qu'est le Togo. Donnez le meilleur de vous-même en toute situation. Soyez attentifs. Soyez travailleurs. Et faites preuve de la bonne éducation que vos parents vous ont donnée. Les bénéficiaires de ce programme auront droit à une allocation forfaitaire, des formations et une bourse d'apprentissage. Sont ciblés des jeunes de 15 à 25 ans. Les inscriptions prennent fin le dimanche 11 septembre 2022. Des inscriptions qui se font sur le site et les réseaux sociaux de l'ANVT. L'Union générale des syndicats libres du Togo a renouvelé son bureau dirigeant en un congrès extraordinaire convoqué et tenu ce samedi à Lomé. L'organisation syndicale veut plus de dynamisme dans son fonctionnement au fin de mieux servir les travailleurs et le développement du Togo. Alexandra Adekambi, Sandra Agboche, Isaka Aruna. Il est élu et installé le nouveau secrétariat permanent de l'Union générale des syndicats libres du Togo. 15 membres le constituent. À ce 6e congrès extraordinaire statutaire électif de l'UGSL, bilan et perspectives étaient à l'ordre du jour. L'action syndicale est toujours encadrée par des textes, mais malheureusement, beaucoup de travailleurs l'ignorent. Et quand c'est comme ça, le terreau est fertile pour ceux qui veulent amuser la galerie de s'infiltrer pour amener des travailleurs à commettre des erreurs et à les regretter après. Le défi du développement pourra prendre corps et ensuite les bénéfices économiques pourront alléger tant soit peu les conditions de vie et de travail. De grandes décisions vont être prises et un appel à l'adhésion de tous pour atteindre les objectifs communs. Je ne peux qu'exhorter les travailleurs à souscrire à un comportement responsable qui puisse garantir la paix à notre pays. Le nouveau mandat commence dans les nouveaux locaux. L'UGSL, en 28 ans d'activité, dispose désormais d'un siège et se félicite de ce pas vers l'avenir. À l'étranger, après la libération récente des femmes, le pouvoir malien demande une contrepartie pour la libération des 46 soldats ivoiriens restants détenus à Bamako depuis 2 mois. Dans la balance, l'extradition de personnalités maliennes vivant en Côte d'Ivoire, un jeu d'échange qui n'est pas pour apaiser les relations déjà tendues entre les deux pays.
l'État veut des contreparties. Il l'a déclaré à l'occasion d'une visite du ministre nigérian des Affaires étrangères à Bamako. Il parle bien sûr de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus dans la capitale malienne. Depuis le 10 juillet, le gouvernement malien les présente comme des mercenaires. Néanmoins, 3 soldats ont été récemment libérés. Le chef de la junte malienne veut maintenant les échanger contre des opposants réfugiés en Côte d'Ivoire. Il s'agirait en particulier de Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, et de Tieman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Pour le moment, le gouvernement ivoirien n'a pas réagi à cette demande. Mais le mouvement CONASU, qui s'est créé pour la libération des soldats, ne cache pas sa colère. C'est une prise d'otage et c'est de la manipulation, c'est du chantage. Il y a plus de 5 millions de Maliens ici en Côte d'Ivoire où nous sommes en train de sillonner les hameaux et les villes, les villages pour parler du vivre ensemble, pour parler de paix. Qu'il arrête de faire du chantage avec le président Alassane Ouattara. C'est un changement de ton de la part du Mali qui parlait jusqu'à aujourd'hui d'une solution négociée. Le Togo a même été chargé de mener une médiation et son ministre des Affaires étrangères a mené déjà des discussions entre les deux parties. Au Royaume-Uni, la dépouille d'Elisabeth II, vous voyez cela tantôt en image, est arrivée ce dimanche en fin d'après-midi en Écosse. Elle repose jusqu'à mardi à la résidence officielle des monarques britanniques à Édimbourg. Sur les 300 km parcourus par le cortège, les applaudissements de dizaines de milliers de personnes l'accompagnaient. Regardons. Après un voyage de 6 heures à travers l'Écosse, le corbillard transportant la dépouille d'Elisabeth II est arrivé ce dimanche après-midi au palais d'Holyrood House, la résidence officielle des monarques britanniques à Édimbourg. Le cortège funéraire était parti le matin même du château de Balmoral, où la reine s'est éteinte jeudi à l'âge de 96 ans. Tout au long des 300 km du parcours, des milliers de personnes se sont massées aux abords de la route pour saluer une dernière fois leur monarque. À l'arrivée au palais d'Holyrood House se dressaient les enfants de la reine, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward, tandis que Charles, intronisé roi d'Angleterre la veille, se trouvait dimanche au palais de Buckingham, où il recevait des représentants des royaumes du Commonwealth. En deuil, les Britanniques rendent hommage à Elisabeth II, qui a régné sur le Royaume-Uni durant 70 ans. Nous l'avons connue toute notre vie. En fait, la seule constante dans toute notre existence jusqu'à présent, c'était la reine. Bien que sa mort était inéluctable, c'est un choc pour tout le pays. Si soudainement, c'était une femme adorable. Après une nuit au palais d'Holyrood House, le cercueil reposera pendant 24 heures à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, où aura lieu un service religieux et une veillée funèbre. Puis mardi soir, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres. Les funérailles d'Elisabeth II auront lieu lundi prochain. On retourne en Côte d'Ivoire où un téléphone est désormais disponible pour les analphabètes africains. L'appareil conçu et assemblé en Côte d'Ivoire dispose d'un système de commande vocale en 50 langues africaines. L'objectif étant d'intégrer au bout 1000 langues du continent. Regardons. Dans ce magasin de téléphonie mobile situé à Abidjan, cette cliente a eu un coup de cœur pour ce téléphone super intelligent. Regarder une formation sur la production de jus d'ananas. Ça m'a donné la réponse. C'est un téléphone qui s'adapte facilement à nous. Et c'est un téléphone qui va beaucoup plus aider moi. L'un de mes parents, par exemple, qui ne sait pas lire. Quand le parent a un courrier devant lui, il prend juste en photo le courrier envoyé et puis ça le lit en fait le courrier en sa langue. Et vraiment cette partie-là, ça m'a vraiment beaucoup... j'ai vraiment aimé cette partie-là. Ce téléphone portable est conçu et assemblé sur place en Côte d'Ivoire. Il est disponible pour les personnes analphabètes qui, grâce à un système de commande vocale, peuvent l'utiliser dans plus de 50 langues africaines. Nous avons une grosse partie de la population qui est analphabète. Et donc, si on amène un ordinateur ou un téléphone tel qu'il existait avant, il fallait que nos parents puissent lire d'abord et ensuite écrire pour communiquer. Moi, j'ai offert le premier téléphone à mon père il y a une quinzaine d'années. Il était très content de le recevoir, mais il était très gêné aussi de l'utiliser. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il demande à quelqu'un de l'aider
pour composer un numéro. Quand il reçoit un message, il faut que quelqu'un l'aide à lire. Ce smartphone, plus simple d'utilisation, coûte 60 000 francs CFA, environ 90 €. La parole est 3 fois plus rapide que l'écriture. Donc quand je parle, plutôt que d'écrire, non seulement c'est rapide, donc ça facilite la vie, mais d'un autre côté, on a un moteur qui permet d'interpréter ce que tu as dit pour t'amener une réponse appropriée et adaptée à ce que tu attends. Donc nous avons beaucoup travaillé sur les langues africaines, et donc ça nous permet à nos parents qui peuvent aujourd'hui ne plus être alphabétisés, mais directement utiliser leur téléphone dans leur langue. Selon les chiffres officiels, environ 40% de la population ivoirienne serait analphabète. Serco, la marque qui commercialise ce smartphone, ambitionne d'inclure au total 1000 langues africaines à son fonctionnement. Objectif, pouvoir toucher près d'1 milliard de personnes en Afrique. Peut-être bientôt le cas bien élevé du Togo intégré à ce téléphone. En Côte d'Ivoire ou au Togo, l'albinisme n'est pas encore hors des tabous. La seule différence de peau coûte aux albinos une marginalisation et des fois un triste rejet. C'est l'histoire de Sandra, belle jeune femme albinos, mais dont les parents ont la peau noire et ne comprennent pas. Regardons avec Marie-Ange Bida. Au cœur de cette causerie, la vie au quotidien, racontée par la mère à la fille. Cette complicité en construction s'exprime bien souvent loin des regards. En effet, il a fallu du temps à Daabla pour accepter la couleur de peau de sa fille Sandra, albinos. Franchement, ce sentiment de rejet a fait du chemin. Même plus de 20 ans après, les séquelles sont encore présentes, malgré que son amour de mère essaie de prendre le dessus. Sandra, aujourd'hui presque 23 ans, reste toujours marquée par le poids du rejet. Les yeux baissés, c'est difficilement qu'elle lâche quelques mots. Une réalité bien triste encore partagée par des parents à la peau noire avec des enfants albinos. Difficile toujours de comprendre. Le regard de l'entourage, de la société n'arrange pas les choses. Pourtant, la science est claire. Les deux parents qui ont une peau normale comme vous et moi, en fait, ils sont des porteurs sains. Ça veut dire qu'ils ont en eux un allèle qui est malade. Ils ont une chance sur 4 que leur allèle malade se croise. Et si, en ce moment, l'enfant qui naîtra aura 2 allèles malades et l'enfant sera homozygote pour les 2 allèles, il aura les 2 allèles et forcément il fera la maladie. Ces explications, les parents de Elisha l'ont-ils eu? Peut-être pas. Mais chez eux, l'ambiance est toute autre. À 3 ans, cette fillette fait le bonheur de toute la famille. Insouciante, elle pose de temps en temps un regard interrogateur sur notre caméra avant de replonger dans son monde. Elisha est arrivée comme une éclair, hein? Comme moi je l'ai pris comme un soleil. Sinon on a 3 enfants, 2 filles et un garçon. C'est Elisha seulement qui est albinos. J'avais demandé à la maison qui m'ont dit qu'il y avait le papa de ma maman qui était de cette race. De toutes les façons, l'entourage, elle est aimée par tout le monde. En tout cas, elle surprend tout le monde même. C'est une fille fantastique.
Partout où elle va, elle est acceptée. Les gens même la cherchent. L'albinisme est tout simplement une anomalie de la peau. Il n'est ni malédiction ni infidélité. Les enfants atteints de ce mal, déjà marginalisés par une société mal informée, ont plutôt besoin d'affection et de soins. Le seul problème pour ces personnes, c'est qu'elles ont un défaut de mélanine. Ça fait qu'elles ont un risque très accru de faire des cancers de peau. Elles ont des problèmes de vision. C'est tout le problème. Ça fait qu'elles sont stigmatisées, mais en aucun cas, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas des sorciers, ce n'est pas des surhommes, comme on le dit. C'est des hommes normaux comme tout le monde. Être différent n'a rien de bien sorcier. On est plutôt riche de nos diversités, nos cultures, nos histoires, la couleur de peau. Merci Marie-Ange Bida. Fin samedi de la semaine nationale du cinéma togolais, animée cette année autour du soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle au Togo. La cérémonie de clôture avec le palmarès avec Chazna Mbaga. Premier prix. Les palmarès, dernier acte de la semaine nationale du cinéma togolais. Des 17 films en compétition, dont 14 fictions et 3 documentaires pour le compte de cette 6e édition, c'est Umoja du réalisateur Sossou Komlan qui remporte le premier prix dans la catégorie fiction. L'œuvre qui parle de l'unité entre deux villages est porteur d'un message. Le message le plus direct dans le film, c'est l'unité, d'où le titre tout simplement. Comment nous pouvons tous nous unir pour créer quelque chose, pour toujours l'avancement de nous tous. Je suis très fier d'avoir reçu ce prix ce soir. Je suis vraiment très reconnaissant et je rends grâce à Dieu. Dans la catégorie documentaire, le premier prix est allé à Matime Yendoutien pour son film Stop. Le court-métrage fait un gros plan sur un volontaire qui s'est consacré à faciliter la traversée de la route aux élèves dans la ville de Dapaon afin d'éviter les accidents. Le prix du jury est décroché par le film Parfois le destin de Anit Bowie Kossa Leli. La réalisation dénonce la xénophobie qui empêche souvent de bénéficier de compétences des étrangers. Je suis tellement contente, tellement heureuse de ce prix parce que vous pouvez avoir tous les prix partout dans tout le monde. Si vous n'êtes pas reconnu par votre pays, ça n'a pas le même goût. Et un prix national, franchement, c'est une très grande fierté. Je pense que l'initiative d'organiser la Semaine nationale du cinéma togolais est magnifique, formidable, parce que cette semaine permet de révéler les talents togolais, de montrer des films togolais aux Togolais. Les meilleurs films retenus à l'issue de la sélection nationale pour le compte du Festival international Clap Ivoire 2022 ont aussi reçu leur prix. Ici, ce sont les 2 meilleurs des catégories fiction et documentaire qui sont primés. Un prix de la meilleure interprétation féminine est aussi décerné. La 6e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais, c'est 3 ateliers de formation, 48 cinéastes formés, 5 jours de projection de films qui ont mobilisé plus de 1000 spectateurs. Il y a un véritable engouement autour du cinéma togolais et le gouvernement a cru à cela. Nous pensons que pour les éditions à venir, il faut ouvrir la Semaine nationale du cinéma à l'extérieur. Donc les prochaines éditions verront la participation des producteurs étrangers, des réalisateurs étrangers au Togo, et ceci dans le but d'organiser les échanges. Le directeur de cabinet du ministère de la Culture et du Tourisme a salué les 2 films togolais primés lors de la 22e édition du Festival international de court-métrage Clap Ivoire 2022 tenu en Côte d'Ivoire. C'est le fruit des multiples efforts et réformes du gouvernement dans le secteur du 7e art ces dernières années, a-t-il souligné. Il a exhorté les Togolais à consommer sans modération le cinéma national afin d'en faire une véritable industrie. Et on finit en sport sur l'aire de jeu du stade de Kégué à Lomé. Ascot Kara disputait cet après-midi le match préliminaire de la Ligue des Champions face au FC Nouadhibou de Nouakchott. 1 but partout. Score à l'arrivée. Suivons les extraits des buts proposés par notre reporter Achou Saba.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à Magloire Akwe pour l'aide à la coordination. Au revoir et à très bientôt. Passez une très belle soirée sur la télévision togolaise.